Heidi. Par un matin ensoleillé de juin, une jeune femme appelée Dete grimpait dans la montagne qui domine la jolie bourgade de Meyenfield. Le sentier en lacet était raide et caillouteux, mais l'air sentait bon les fleurs sauvages. D'une main, Dete tenait un ballot de vêtements. De l'autre, elle traînait une fillette qui n'avait guère plus de 5 ans. La petite avait les joues rouges et souffrait visiblement de la chaleur. Elle était bien trop couverte pour la saison. 2 robes, des bas de laine, de lourdes bottines et une épaisse écharpe. Mais Dete les lui avait enfilées pour éviter d'avoir à les porter. Elles montèrent péniblement jusqu'au village de Dorfli, à mi-chemin du sommet. Lorsque Dete s'arrêta, la petite fille se laissa tomber par terre. « Es-tu fatiguée, Heidi ?» demanda la jeune femme. « Non, mais j'ai trop chaud. »« Si tu fais de grands pas, nous serons bientôt arrivés. » À ce moment, Barbel, une ancienne amie de Dete, sortit en courant de chez elle. « Dete !» s'écria-t-elle. « Que fais-tu ici? Et où emmènes-tu cet enfant? »« Ah, c'est la nièce dont tu t'occupes depuis que sa mère est morte. »« Oui, mais je la conduis chez son grand-père. Je ne puis plus la garder depuis que j'ai trouvé une place en ville. »« Comment? Tu vas la lui laisser? Mais tu es folle! Comment saurait-il s'occuper d'une petite fille? Il vit comme un sauvage dans la montagne avec ses 2 chèvres, sans jamais voir personne ni parler à qui que ce soit. Lorsqu'il descend au village, il emporte un gros bâton pour faire peur aux gens. On ne le voit même plus à l'église. Je n'ai pas le choix. C'est son grand-père après tout. Qu'il s'occupe d'elle maintenant. Moi, j'ai fait mon devoir. Tandis que les 2 jeunes femmes gravissaient la pente en bavardant, Heidi quitta le chemin et s'avança dans une belle prairie toute verte. Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. En ville, où elle vivait avec sa tante, elle n'avait pas la permission de jouer dehors. Soudain, Heidi aperçut un garçon, pieds nus, qui menait un troupeau de chèvres. Haletante sous ses vêtements trop épais, la fillette courut à lui. Le garçon faisait une pause pour laisser brouter ses bêtes. Dès qu'elle l'eut rejoint, Heidi s'assit pour écouter le tintement des clochettes. Puis, tout à coup, elle retira ses bottines, ses bas, son écharpe et ses 2 robes. Une fois à l'aise, elle demanda « Combien de chèvres as-tu à garder? Comment s'appellent-elles? Où les emmènes-tu? À qui sont-elles » Le chèvrier sourit. Heidi avait tant de questions à poser qu'elle ne lui laissait même pas le temps de répondre. Mais à ce moment, la tante appela. « Heidi, dépêche-toi! Mais qu'as-tu fait de tes vêtements ?»« Ils sont là, dit Heidi en montrant un petit tas sur l'herbe. Je les ai retirés, il faisait si chaud. D'ailleurs, les chèvres n'en portent pas. »« Viens ici tout de suite, petite sotte, dit tante Dete en la tirant par la main. Et toi, Peter, ramasse tes habits. Porte-les chez mon oncle, puisque tu passes par là. » La montée fut rude jusqu'au pâturage, très haut dans la montagne, où habitait le grand-père. Le vieil homme, assis devant son chalet, fumait la pipe. Heidi, qui courait devant, arriva la première. « Bonjour, grand-père » cria-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le vieillard en répondant peu aimablement au salut de la petite fille et en la fixant par-dessous ses sourcils broussailleux. Heidi, qui n'avait encore jamais rencontré quelqu'un de semblable, soutint le regard du vieil homme. « Bonjour, mon oncle, dit Dete. Je t'ai amené Heidi pour qu'elle vive avec toi. C'est ton tour de t'en occuper. » Les yeux de l'homme étincelèrent. « Mon tour. Que veux-tu que je fasse d'une petite fille ici ?» Dete craignait la colère du vieux, mais elle était bien décidée à lui laisser Heidi. « Je suis sûre que tu sauras prendre soin d'elle, dit-elle. Sinon, à toi de trouver quelqu'un qui en soit capable. » Le vieil homme était furieux. « Va-t'en, et que je ne te revoie pas de sitôt. Je n'ai que faire des gens comme toi, s'écria-t-il. Dete ne le se fit pas dire 2 fois. Après un bref au revoir à Heidi, elle s'empressa de dévaler le sentier. Alors le grand-père se rassit et tira de grosses bouffées de sa pipe. « Bon, dit-il enfin à Heidi, viens et prends tes affaires. »« Je n'en ai plus besoin. Je veux être aussi légère que les chèvres pour escalader les rochers. »« Bon, je ne t'obligerai pas à les mettre, mais apporte-les tout de même. Nous les rangerons ensemble dans l'armoire. » Heidi obéit et suivit le vieillard dans le chalet. Celui-ci ne comportait qu'une seule grande pièce, avec une table, un lit, une cheminée,
une grande armoire et une unique chaise. « Où vais-je dormir, grand-père ?»« Où tu veux, choisis. » La fillette enchantée se mit à explorer les lieux. Dans un coin, elle vit une échelle appuyée contre le mur. Elle y grimpa et découvrit le fenil rempli de foin odorant. Il y avait là une lucarne ronde, à travers laquelle Heidi découvrit toute la vallée et les sommets enneigés se détachant sur le ciel. « Je crois que je dormirai ici, grand-père, cria-t-elle. C'est si beau !»« Comme tu veux. Mais il va te falloir un drap. Je vais voir ce que je puis trouver. » Quand le vieil homme parvint en haut de l'échelle, Heidi s'était déjà préparé une couchette dans le foin. « C'est très bien, dit-il. Mais tu dois mettre un peu plus de foin si tu ne veux pas sentir le plancher. »« Moi, je crois que tu as oublié quelque chose, dit gentiment Heidi. J'aurai aussi besoin d'une couverture. Il en faut une sur un lit. »« Ceci pourra-t-il faire l'affaire » demanda le grand-père. Et il étala sur le lit improvisé une grande pièce d'étoffe épaisse et chaude. « Oh, c'est magnifique !» s'exclama Heidi. « Je voudrais que ce soit déjà le soir pour pouvoir me coucher. »« Il me semble qu'il te faut d'abord manger. Tu dois avoir très faim, » demanda le vieil homme. Pendant qu'il préparait le repas, la petite fille mit le couvert. « Je vois que tu sais te rendre utile, » murmura le grand-père. « Mais sur quoi vas-tu donc t'asseoir? La table est beaucoup trop haute pour toi. » Il poussa la chaise devant la fillette afin qu'elle lui serve de table, et Heidi s'assit sur un petit tabouret. Le vieux lui tendit un morceau de pain couvert de fromage. Puis, il alla dans son appentis fabriquer un siège à la taille de sa petite fille. Soudain, Heidi entendit tinter des clochettes. C'était Peter qui revenait du pâturage avec les chèvres. « Ces deux-là sont à toi, grand-père » demanda Heidi. « Quel est leur nom ?»« Ah, une question à la fois, fillette, » dit le vieil homme. « La blanche s'appelle Schwanli, petit cygne, et la brune, Berli, petit ours. Maintenant, va vite chercher ton bol pendant que Peter les traite. » Tandis que le soleil disparaissait derrière la montagne, Heidi s'assit sur le banc devant le chalet et but joyeusement son lait. « Bonne nuit, petit Schwanli. »« Bonne nuit, petit Berli » cria-t-elle ensuite en rentrant dans la maison. « Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit à toi aussi, Peter. » Cette nuit-là, le vent souffla très fort, si fort que les poutres du chalet gémirent et craquèrent. Dans leur abri, les deux chèvres se serraient l'une contre l'autre en bêlant. Le grand-père, alors, se leva, pensant que sa petite fille pouvait avoir peur. Mais lorsqu'il monta dans le fenil, il trouva Heidi profondément endormie, un sourire heureux sur les lèvres. Et il resta là, à la regarder, à la lueur de la lune, jusqu'à ce que les nuages obscurcissent la pièce. « Bonne nuit, petite Heidi » chuchota-t-il en se penchant pour l'embrasser. « Bonne nuit. » Heidi à la montagne. Le matin suivant, Heidi s'éveilla de bonne heure. Dehors, elle entendait quelqu'un siffler. En regardant par la lucarne, elle vit Peter le chevrier qui venait chercher Schwanli et Berli pour les emmener paître sur l'alpage avec le reste du troupeau. Aussitôt, Heidi s'habilla et sortit. « Veux-tu accompagner Peter et les chèvres » demanda le grand-père. « Oh oui, s'il te plaît. »« Je te la confie, » dit le vieil homme à Peter, en lui remettant un sac contenant le déjeuner de la petite fille. « Qu'il ne lui arrive aucun mal. » C'était une matinée magnifique. Le soleil brillait et faisait étinceler les sommets couverts de neige. Heidi gambadait en chantant parmi les fleurs sauvages. Et Peter était heureux d'entendre le joyeux bavardage de sa compagne et de lui raconter tout ce qu'il savait de la vie à la montagne. Il lui fit découvrir un creux de rocher rempli de corolles multicolores, lui montra où croissaient le thym et la lavande, lui apprit les noms des chèvres et comment siffler pour les appeler. Heidi courait de l'une à l'autre, voulant parler à chacune. Soudain, Flocon de neige, la plus petite de toutes, se mit à bêler.
Pourquoi pleure-t-elle ainsi, s'inquiéta Heidi. Sa mère a été vendue la semaine dernière. Sans doute se sent-elle seule sans elle. Pauvre flocon de neige, compatit Heidi en lui enlaçant le cou. Je viendrai te parler tous les jours. Tu ne seras plus jamais seule. Quand ils atteignirent les pâturages, Peter choisit un coin abrité pour y déjeuner. Ils mangèrent du pain et du fromage, burent du lait de chèvre, puis s'endormirent dans l'air tiède. Un bruissement d'ailes réveilla Heidi. « Peter, regarde !» cria-t-elle. Un aigle énorme planait au-dessus d'eux. Jamais Heidi n'avait vu d'oiseau aussi grand. Puis, l'aigle s'éleva plus haut, toujours plus haut, et disparut derrière les sommets. À la fin de l'après-midi, la montagne s'illumina de rouge. « Elle est en feu !» chuchota Heidi. Non, ce n'est que le soleil. C'est ainsi qu'il lui dit bonsoir. La main dans la main, Heidi et Peter revinrent au chalet du grand-père. Assis sous les pins, celui-ci fumait sa grosse pipe. Heidi courut à lui. « Bonne nuit, Heidi !» cria Peter. « Bonne nuit, Peter !»« Bonne nuit, flocon de neige !» répondit Heidi. Durant tout l'été, Heidi retourna chaque jour dans la montagne avec Peter et les chèvres. Mais bientôt, ce fut l'automne. Il se mit à faire froid et un vent violent fit gémir les pins. « Le vent est devenu trop fort à présent pour que tu puisses aller là-haut, » dit le grand-père. Et la fillette resta au chalet. Elle aida le vieil homme à fabriquer du beurre, des yaourts et du fromage avec le lait des chèvres. Mais chaque matin, elle regrettait de voir Peter et les chèvres partir sans elle. Elle aussi manquait à Peter, et les chèvres elles-mêmes semblaient moins contentes. Puis, Peter ne se montra plus. L'école avait rouvert ses portes et il devait y aller. Après l'automne, vint l'hiver. Heidi dut rester dans le chalet, isolée par la neige. « Pourrais-je aller voir Peter et sa grand-mère » demanda-t-elle un jour. « Le sentier est bloqué par la neige » répondit le grand-père. « Mais j'ai tant envie d'y aller » supplia Heidi. « N'insiste pas, petite. On ne m'aime pas beaucoup à Drfli. Je n'ai pas de temps à perdre là-bas. » Mais Heidi tenait à son idée. Alors, tout en murmurant et en grognant, le vieux sortit sa luge en bois et alla prendre une couverture. Il y enroula Heidi et s'installa avec elle sur la luge. Celle-ci glissait si vite que la petite fille poussait des cris de joie. « Oh, grand-père, nous volons !» Le vieux la déposa devant la maison de Peter. « Je serai là à 4 heures, Heidi. Retrouve-moi au bout du sentier, car je ne désire voir personne, » recommanda-t-il en partant. « Nous avons si souvent entendu parler de toi, Heidi !» s'écria la mère de Peter en lui ouvrant la porte. Dans un coin était assise une vieille femme. Celle-ci tendit les mains vers Heidi en demandant « Comment est-elle donc, cette petite fille, Ursula ?»« Elle a les cheveux noirs et un visage malicieux, » dit la mère. « Si j'approche la lampe, proposa Heidi, vous pourrez me voir ?» « Malheureusement, mes pauvres yeux ne distinguent plus rien depuis des années, » répondit la grand-mère en hochant la tête. « Comment ?» s'écria Heidi horrifiée. « Pas même la neige, ni les belles montagnes quand le soleil se couche. » « Non, mon enfant, mais ce n'est pas si terrible. Lorsque Peter aura appris à lire, il me lira mes vieux livres. » Vers la fin de l'après-midi, Peter rentra de l'école. Les deux enfants furent ravis de se retrouver. Mais bientôt, il fut l'heure de partir, et Heidi rejoignit son grand-père en promettant de revenir bientôt. Ainsi, la petite fille vivait très heureuse avec le vieillard. Elle grandissait et se fortifiait au bon air des montagnes. Mais lorsqu'elle eut 7 ans, la tante Dete réapparut, coiffée d'un chapeau à plumes. « Je suis venue chercher Heidi, » dit-elle en entrant, l'air pressé, dans le chalet sans même dire bonjour. Et comme son oncle la regardait avec étonnement, elle ajouta « J'ai entendu dire que tu ne l'envoies pas à l'école. Ne sais-tu pas que tu désobéis à la loi ?» Heidi glissa sa menotte dans celle de son grand-père. Elle ne voulait pas retourner en ville avec sa tante. Mais celle-ci poursuivit. « J'ai trouvé une famille riche à Francfort. Le père est resté veuf avec une fillette paralysée et il lui cherche une compagne.
Heidi vivra désormais chez eux, ils en feront une dame. « Ne m'emmène pas, Tandette. Je t'en prie, laisse-moi ici, supplia la pauvre Heidi. Le grand-père, lui, était furieux, mais la Tandette était bien décidée. Ils discutèrent violemment, et enfin le vieux céda. « C'est bien, emmène-la. Disparais de ma vue, avec ton ridicule chapeau à plumes. » Dete fit un ballot des vêtements de Heidi. Puis, elle attrapa la petite fille par la main et l'entraîna vers la vallée jusqu'à la gare d'Orfli. Quand le train arriva, Heidi se mit à pleurer. Elle ne voulait pas quitter ses amis de la montagne, ni retrouver la tristesse de la ville. Mais Dete la poussa dans le wagon. « Je reviendrai, chuchota-t-elle, tandis que le train s'ébranlait. Heidi en ville. Il faisait nuit lorsque Tandette et Heidi arrivèrent à Francfort après avoir quitté le chalet du grand-père. Elles parcoururent de longues rues étroites et sombres et débouchèrent devant l'entrée d'une grande maison à l'aspect lugubre. Dete sonna. « Je vous ai amené Heidi pour tenir compagnie à Clara, annonça-t-elle. On les conduisit dans la salle d'études où Clara les attendait avec mademoiselle Rottenmeier, sa gouvernante. La fillette était assise sur un fauteuil roulant, car elle ne pouvait pas marcher. Elle était mince et très pâle, mais semblait heureuse de l'arrivée de Heidi. « Comment t'appelles-tu » lui demanda la gouvernante. « Heidi. Et vous ?»« Ne sois pas impolie, » coupa la femme sévèrement. « D'ailleurs, Heidi n'est pas un nom convenable. Nous t'appellerons Adélaïde. »« Mais mon nom est Heidi. »« Tiens, c'est drôle. Votre domestique ressemble à Peter, mon ami le chevrier. » Clara pouffa de rire, mais mademoiselle Rottenmeier ne trouva pas cela drôle du tout. « Qu'as-tu appris pendant que tu vivais chez ton grand-père » interrogea-t-elle. Heidi réfléchit. « J'ai appris que les fleurs meurent quand on les cueille et que les montagnes deviennent rouges quand le soleil se couche. J'ai appris à traire les chèvres, à fabriquer les fromages, à... »« Assez !» coupa mademoiselle Rottenmeier. « Je te demande quel livre tu as étudié. »« Des livres ? Mais je ne sais pas lire. »« Elle ne sait même pas lire !» s'indigna la gouvernante avec mépris. Mais Clara battit des mains et s'écria en riant dès que la femme fut sortie. « Nous allons bien nous amuser !» Dès son réveil, le lendemain matin, Heidi sauta du lit et courut à la fenêtre. Mais les rideaux étaient lourds et épais, et la fenêtre était fermée. Elle se sentit comme un oiseau en cage. Après le petit déjeuner, ce fut l'heure de la classe. Heidi eut grand-peine à rester immobile et attentive. Dès que la gouvernante la quittait des yeux, elle bavardait avec Clara. Elle lui parlait de l'alpage, des chèvres et de la grand-mère de Peter. Pauvre Heidi, il en fut ainsi chaque matin. Elle se réveillait dans la grande chambre sombre, puis se rendait à cette ennuyeuse leçon. Elle s'entendait très bien avec Clara, mais son grand-père lui manquait beaucoup. Et l'après-midi, quand personne ne l'observait, elle regardait à travers les hautes fenêtres fermées et rêvait à ses chères montagnes. Au bout de quelques semaines, elle sentit que cette vie n'était pas pour elle. Aussi, un beau matin, elle enfila son vieux jupon de coton, mit son chapeau de paille et sortit de sa chambre, bien décidée à s'enfuir. Mais juste à ce moment, la gouvernante apparut. « Adélaïde, où t'en vas-tu ainsi? Tu n'as pas le droit de sortir seule. »« Je pars, je rentre à la maison. Flocon de neige est toute seule, et la grand-mère de Peter s'ennuie sans moi. Et puis grand-père a besoin de moi pour l'aider à fabriquer ses fromages. »« Ingrate, gronda la gouvernante. Tu vis dans cette belle maison, tu dors dans un lit douillet, tu portes des robes élégantes et tu as Clara pour amie. Que veux-tu de plus?
Et qu'est-ce que c'est que cette chose ridicule que tu as sur la tête? Mademoiselle Rottenmeier appela aussitôt le maître d'hôtel. « Brûlez tout de suite ce chapeau !»« Oh non, mon chapeau !» protesta Heidi. Mais la gouvernante s'en empara et le remit sans l'écouter à Sébastien. Alors Heidi courut dans sa chambre et pleura à chaudes larmes. Mais le soir, quand elle alla se coucher, elle découvrit son vieux chapeau bien caché sous son édredon. Le brave Sébastien n'avait pas eu le cœur de le brûler. Les semaines passèrent et l'été arriva. Clara avait meilleure mine, mais Heidi devenait de plus en plus maigre et triste. Un matin, Monsieur Sesemann, le père de Clara, revint de voyage. La gouvernante se plaignit à lui sans tarder. « Vraiment, monsieur, les choses ne vont pas comme elles le devraient. Il faut que vous interveniez. » De quoi s'agit-il, mademoiselle Rottenmeier? Est-ce au sujet de Clara? Non, c'est cette petite Adélaïde. Il faut qu'elle parte. Elle est un exemple déplorable pour votre fille. La semaine dernière, elle a introduit des chatons abandonnés dans la maison. Elle bourre la tête de Clara d'un tas d'histoires stupides et elle est toujours incapable de lire un seul mot. Monsieur Sesemann monta dans la chambre de sa fille. « Est-il vrai que Heidi te dérange? Mademoiselle Rottenmeier me conseille de la renvoyer. »« Oh non, papa, je t'en prie, ne fais pas partir mon amie. Depuis qu'elle est ici, je ne m'ennuie plus jamais. » Ainsi Heidi resta dans la maison de Francfort. Mais elle pleurait souvent le soir, dans le noir. Un jour, la grand-mère de Clara vint en visite. Dès son arrivée, Heidi l'aima. « C'est sûrement toi, Adélaïde, » lui dit la vieille dame avec un grand sourire. « Oui, madame, mais on m'avait toujours appelée Heidi avant que je ne vienne ici. »« Ne m'appelle pas madame, dis-moi plutôt grand-maman comme le fait Clara. Et moi, je t'appellerai Heidi. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. » Le cadeau de la vieille dame était un album orné de magnifiques illustrations. On y voyait une baleine et un singe, mais surtout une montagne. Et lorsque la grand-mère tourna la page, Heidi vit un berger et ses chèvres. Alors, elle éclata en sanglots. Grand-maman lui caressa les cheveux et lui dit gentiment: « Cela te rappelle quelqu'un ou quelque chose, n'est-ce pas? Veux-tu que je te lise l'histoire qui va avec cette image? »« Oh oui, s'il vous plaît. » Heidi se fit lire et relire le récit par la vieille dame. Elle ne se lassait pas de l'entendre. « Comme j'aimerais être capable de le lire moi-même, soupira-t-elle un jour. Pourquoi n'y arriverais-tu pas? Peter dit que c'est trop difficile. » À partir de ce moment, la grand-mère de Clara passa chaque jour 1 heure à apprendre à lire à Heidi. Petit à petit, les lettres inscrites sur la page commencèrent à prendre un sens. Et bientôt, Heidi s'aperçut qu'elle savait lire. Le soir, elle montait dans sa chambre avec son cher album. Mais la petite fille ne disait à personne combien la montagne lui manquait. Clara était devenue une si bonne amie et grand-maman était si gentille avec elle que Heidi n'osait pas leur montrer son chagrin. Mais un jour, la grand-mère interrogea Monsieur Sesemann. « Heidi était-elle si mince en arrivant chez vous? » Elle était en si bonne santé que Clara avait presque l'air d'un fantôme à côté d'elle. La vieille dame secoua la tête. « À mon avis, cet enfant dépérit. Quelque chose lui fait de la peine. » Un peu plus tard, la grand-mère fit venir Clara et Heidi auprès d'elle. « Clara, es-tu heureuse que Heidi soit là ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, répondit Clara. Elle est ma meilleure amie. Mais si Heidi était malade et devait se soigner pendant quelque temps loin de nous,
Il ne faut pas que Heidi soit malade. Mais si elle l'était, nous devrions évidemment la laisser partir. La grand-mère embrassa Clara tendrement. J'étais sûre de ta réponse. Eh bien, Heidi souffre du mal du pays, et c'est aussi terrible qu'une vraie maladie. Le mal du pays? Qu'est-ce que c'est? Demanda Heidi confuse. Et où voudriez-vous m'envoyer? Le doux visage de la vieille dame était gai. Je crois bien qu'il n'y a qu'un seul endroit où tu puisses guérir. Lequel? S'inquiéta Heidi. Ta maison, bien sûr, s'écria Clara en riant. En effet, tu dois aller retrouver ton grand-père et Peter et tous tes amis de la montagne. Heidi pouvait à peine en croire ses oreilles. Mais dès le lendemain, son vieux chapeau de paille fut placé dans une valise avec plusieurs robes neuves. Après qu'elle se fut séparée de Clara en larmes, Sébastien la conduisit à la gare, et bientôt les maisons de Francfort disparurent lentement derrière les vitres du train. À Dorfli, le meunier attendait Heidi. Il l'emmena dans sa vieille carriole jusque chez le grand-père. De loin, Heidi aperçut celui-ci assis devant son chalet, les yeux tournés vers la vallée. Sautant de la carriole, elle courut à lui alors et se jeta à son cou en pleurant de joie. « Grand-père, oh grand-père !» sanglotait Heidi. Le vieil homme, lui, ne disait rien. Mais pour la première fois depuis des années, ses yeux se remplirent de grosses larmes. « Alors, tu es revenu vers ton vieux grand-père. Il ne te nourrissait donc pas dans cette grande ville que tu sois devenu si pâle et si maigre? » « Si, mais rien n'est aussi bon que le lait de Schwanli et Berli, répondit joyeusement Heidi en embrassant le vieillard. Elle entra dans le petit chalet, heureuse de constater que tout était resté comme dans son souvenir. Puis, elle s'assit sur sa haute chaise et but un bol de lait. Au moment où le soleil disparaissait derrière les sommets, Schwanli et Berli rentrèrent avec Peter du pâturage. Alors, le bonheur de Heidi fut vraiment complet. Cette nuit-là, couchée dans son lit de foin au grenier, elle confia tout bas à son grand-père « Quand j'étais à Francfort, tu me manquais beaucoup. Mais maintenant que je suis revenue, je crois que je vais regretter Clara. Comme je suis sotte. » « Mais non, répondit le vieil homme. D'ailleurs, si cela peut te faire plaisir, nous demanderons à Clara de venir chez nous. » Sur cette promesse, Heidi s'endormit, ravie d'avoir retrouvé ses montagnes et tous ses amis. Clara va-t-elle venir chez Heidi? Tu le sauras à la page 36. Tonio, l'idiot. Antonio vivait avec sa maman dans un petit village en Italie. Les villageois l'appelaient Tonio l'idiot parce qu'il faisait toujours des bêtises. Un jour, sa maman lui dit « Tonio, écoute-moi bien. Je dois aller à la ville pour faire des commissions. Veux-tu bien surveiller la poule pendant que je suis parti? Elle ne peut pas quitter son nid car ses œufs prendraient froid. Et alors, nous n'aurions pas de petits poussins. » « J'y ferai bien attention, promit Tonio. Et sa maman s'en alla. Tonio courut alors vers le coin de la cuisine où la poule couvait ses œufs dans un panier rempli de paille. « Si tu oses quitter tes œufs, je me fâche !» gronda Tonio. Mais la poule eut tellement peur du gamin qu'elle sauta hors de son nid. Tonio saisit alors un bâton et le brandit dans la direction de la poule. Malheureusement, il la toucha et, bien plus grave, il la tua. « Maman ne sera pas contente, » se dit le petit garçon. « Et si je faisais cuire la poule, le repas serait prêt pour ce soir et maman serait peut-être un peu moins fâchée. » Il pluma le volatile, puis le posa sur le buffet.
peut-être que maman apprécierait aussi un petit verre de vin, se dit-il encore, et il alla remplir un cruchon à la cave. Tonio venait d'ouvrir le robinet du tonneau lorsqu'il entendit un drôle de bruit dans la cuisine. Il remonta l'escalier 4 à 4, juste à temps pour voir le chat qui s'enfuyait avec la poule dans la gueule. Tonio courut derrière lui en criant « Laisse cette poule, sale bête !» Mais le chat sauta sur l'appui de fenêtre, puis grimpa dans les rideaux. Dans son élan, Tonio agrippa la tenture, qui se décrocha et tomba sur la poule, le chat et Tonio lui-même. Tonio ne voyait plus rien et il se mit à frapper des bras dans tous les sens. Soudain, il s'exclama « Je te tiens !» Mais quand il parvint à se dégager, il découvrit qu'il ne tenait pas la queue du chat, mais le cordon de la tenture. Il chercha partout dans la cuisine et finit par retrouver le chat au moment où celui-ci s'apprêtait à sortir. Tonio se lança à sa poursuite dans le jardin. Il piétina les fleurs, puis les légumes du potager, puis trébucha sur un tuteur qui retenait un plant de tomates. Tout en tombant, il vit que le chat venait de lâcher la poule. Il fonça sans attendre dans la cuisine pour mettre la volaille dans le four. Comme il avait attrapé soif en courant, il pensa tout à coup au tonneau de vin dans la cave. « Zut! J'ai oublié de refermer le robinet !» se dit-il. Et il dévala les escaliers. Sur le sol s'étalait une grande flaque rouge. « Si je jette de la farine sur le vin, pensa Tonio, tout ce vin séchera. » Mais il en lança tellement que toute la cave en devint blanche. Tonio retourna ensuite dans la cuisine. Toutes les chaises étaient renversées à cause de la poursuite infernale. La table était de travers et le rideau gisait toujours sur le sol. De plus, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, il s'aperçut que toutes les fleurs du jardin étaient écrasées et tous les plants de tomates renversés. « Maman va vraiment être fâchée, » songea le petit garçon. « J'espère en tout cas qu'elle sera contente que j'ai préparé le repas. » Mais juste à ce moment, il sentit une drôle d'odeur. Une odeur de brûlé. Il fonça sur la cuisinière pour y découvrir, oh horreur, la poule calcinée. Tonio était désormais certain que sa maman serait très mécontente. Il ne lui restait plus qu'à se cacher. Il se faufila derrière la cuisinière. Quelques instants plus tard, sa maman arriva. « Tonio !» hurla-t-elle. « Que s'est-il passé ici ?» Tonio ne répondit pas. Mais sa maman avait compris qu'il se cachait. « Viens, dit-elle, je t'ai apporté quelque chose de bon. » N'écoutant que sa gourmandise, Tonio quitta sa cachette. Il dut alors expliquer ce qui était arrivé. « Les villageois ont raison, » soupira sa maman. « Tu es vraiment idiot. » Le lendemain, elle dit à Tonio, « Il faut que tu ailles au marché pour vendre ce tapis. C'est une très belle pièce. Ne la laisse pas traîner. Fais de ton mieux et ne t'en laisse pas compter. »« Cela va de soi, » répondit Tonio. Et le voilà parti, le tapis sur l'épaule. Arrivé au marché, il se mit à crier le plus fort qu'il pouvait. « Qui veut mon beau tapis ?»« Laisse-moi un peu regarder ce tapis, » dit un vieil homme. « Je pourrais... »« Vous parlez beaucoup trop, » déclara Tonio. Et il alla s'installer un peu plus loin. « Qui veut mon tapis ?» reprit-il. « Bonjour, petit, » dit une gentille dame. « Déroule-moi un peu ce joli tapis. Je voudrais... »« Vous faites de trop belles phrases !» dit le petit marchand. Et il poursuivit son chemin. Et ainsi de suite, toute la journée. Chaque fois que quelqu'un lui adressait la parole, il s'enfuyait le plus vite possible. « Tous de beaux parleurs !» pensait-il. À la fin du jour, Tonio n'avait évidemment pas vendu son tapis. Il quitta alors la place du marché. En rentrant chez lui, il passa devant un parc. À l'entrée, se dressait la statue d'un homme en train de lire un gros livre. « Puis-je m'asseoir un peu près de vous ?» demanda Tonio. « J'ai marché toute la journée et je suis bien fatigué. » Mais la statue ne répondit naturellement pas. « En tout cas, vous n'essayez pas de m'embobiner, vous, »
dit Tonio. « Je vous vendrai bien le tapis de maman. » Et comme la statue ne disait toujours rien, « Savez-vous quoi ?» poursuivit Tonio. « Je vais vous laisser le tapis cette nuit. Ainsi, vous pourrez le regarder à votre aise. Je reviendrai demain matin et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord ?» Et Tonio retourna fièrement à la maison. Il était certain que le monsieur lui achèterait son tapis. Comme sa maman serait contente. Mais la maman ne fut pas contente du tout lorsqu'elle a appris ce qu'il avait fait. « Oh, Tonio, quel idiot tu es !» s'écria-t-elle. « Bien sûr que tu n'as obtenu aucune réponse. Une statue, cela ne parle pas. Va te coucher maintenant. Demain, tu te lèveras très tôt pour aller chercher le tapis, s'il est toujours là. » Le lendemain matin, Tonio retourna au parc, mais le tapis avait bel et bien disparu. « Qu'avez-vous fait de mon tapis ?» demanda Tonio. « Allez, répondez, ou je vous donne un coup !» Bien entendu, la statue ne répondit pas. Antonio saisit alors un bâton et se mit à frapper sur une des jambes de pierre. La jambe cassa et la statue se renversa. Tonio découvrit ainsi qu'elle était creuse. Il se mit à ramper pour aller regarder à l'intérieur. Peut-être quelqu'un y avait-il caché le tapis. Il ne vit pas le tapis, mais bien un vieux pot en terre. Et dans le pot brillaient des tas de petits disques jaunes. Tonio emporta le pot à toute vitesse chez lui. Sa maman comprit tout de suite qu'il s'agissait de pièces d'or. Elle dit à son fils « Va jouer dans le jardin !» Et elle descendit cacher le pot dans la cave, derrière un tonneau de vin. Elle ne voulait pas que quelqu'un apprenne qu'il possédait désormais un pot plein de pièces d'or, car les gens du village auraient pu croire qu'ils avaient volé ce trésor. « Il faut maintenant que j'imagine quelque chose pour que Tonio n'y pense plus, » se dit-elle. « Il risquerait de tout raconter aux voisins. » Elle réfléchit, puis alla chercher dans une armoire un sac de noix et de raisins secs. Elle ouvrit la fenêtre et fit couler les noix sur la tête de Tonio, qui était assis sur le seuil de la porte. « Comme c'est drôle !» s'exclama Tonio. « Il pleut des noix et des raisins !» Et il ne pensa plus aux disques jaunes. Quelques jours plus tard, il vit deux hommes qui se battaient dans la rue. Curieux, il courut vers eux et leur demanda « Pourquoi vous battez-vous ?»« Pour ça !» dit un des deux hommes, en montrant du doigt une pièce d'or sur le sol. « Nous l'avons vue en même temps et nous la volons tous les deux. »« Oh, mais moi je peux vous en donner une autre !» dit le gamin. « Nous en avons tout un pot rempli à la maison. » Les deux compères dévisagèrent Tonio incrédules. Ce gamin n'avait pas du tout l'air riche, donc s'il avait des pièces d'or chez lui, c'est qu'il les avait acquises malhonnêtement. Tous deux se levèrent d'un bond et traînèrent Tonio au commissariat. L'après-midi, Tonio dut comparaître devant le juge. Celui-ci lui lança un regard sévère et interrogea « Dis-moi, mon garçon, est-ce vrai que tu as un pot plein de pièces d'or chez toi ?»« Je ne sais pas ce que c'est que des pièces d'or, » répondit Tonio. « Mais nous avons un pot plein de petits cailloux jaunes. »« Je vois, » dit le juge. Puis, il sortit de sa bourse une pièce d'or et demanda « Tes cailloux ressemblent-ils à ceux-ci ?»« Oui, monsieur le juge, » avoua Tonio poliment. « Je vois, » répéta le juge. « Et dis-moi, petit, comment as-tu eu ces cailloux ?»« Je puis vous répondre tout de suite, » dit Tonio. « J'ai trouvé un pot. »« Je vois, » dit encore le juge. « Et comment et où as-tu trouvé ce pot ?»« Je l'ai trouvé dans un monsieur creux, dans le parc, le jour où il pleuvait des noix et des raisins. » À ces mots, toute la salle partit d'un grand éclat de rire. Même le juge ne put retenir un fou rire. « Ce gamin est complètement idiot !» déclara-t-il. « Reconduisez-le chez lui !» Un agent de police ramena alors Tonio à la maison. Lorsqu'il raconta ce qui s'était passé, la maman de Tonio sourit. « C'est vrai, monsieur l'agent. Mon fils fait parfois vraiment l'idiot. »